L'affaire Kera Hamraoui, épisode 1. L'affaire Hamraoui est l'une des affaires criminelles les plus romanesques que le football ait jamais connues. Gloire, violence, sexe et complot, tout y est. Mais elle est aussi l'une des plus cruelles. C'est l'histoire d'une championne, Kera Hamraoui, à qui tout semblait sourire. Elle jouait dans les meilleures équipes, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'équipe de France féminine. Kera avait déjà remporté de nombreux titres, parmi lesquels 3 Ligues des Champions. Mais soudain, tout lui a été arraché, violemment. Et un véritable enfer s'est ouvert sous ses pieds. Vous écoutez un hors-série homicide qui plonge dans les drames les plus tragiques de la grande famille du sport. « 4 novembre 2021, aux alentours de 22h30. Quand elle dit au revoir à sa coéquipière Sakina, la laissant devant chez elle à Chatou, une petite commune tranquille des Yvelines, Kera Hamraoui n'imagine pas un instant ce qui l'attend. L'enfer qu'elle va vivre, et dont elle n'est toujours pas sortie. La soirée avait pourtant bien commencé. Kera Hamraoui, Sakina Karchaoui et une 3e joueuse, Aminata Diallo, ont dîné au Chalet des Îles, un restaurant huppé du Bois de Boulogne. Elles sortent d'un dîner de cohésion organisé par leur équipe, la section féminine du PSG. Les 3 footballeuses ont remporté tous leurs matchs en première division depuis le début de la saison. La soirée avait été sympa, témoignera bien plus tard Kera, dans un entretien donné au magazine Paris Match, en se souvenant de ses derniers instants de légèreté. Les coéquipières sont montées toutes les 3 dans la Toyota Corolla d'Aminata. Aminata avait insisté la veille pour nous raccompagner en voiture, déposant en premier Sakina. Quelques minutes plus tard, alors que le véhicule est engagé dans une rue étroite, 2 hommes cagoulés surgissent. Les individus attendaient derrière un camion. En une fraction de seconde, ils cernent la Toyota. Le premier agresseur plaque Aminata contre le volant, l'empêchant de bouger. Côté passager, son complice se jette sur Kera. L'enfer commence. Il m'extirpe de l'habitacle en me tirant brutalement par la chemise. Il me traîne au sol, m'insulte. J'étais en jupe et collant, j'ai eu très peur. J'imaginais un vol, j'ai tendu mon sac, mon téléphone, ma montre. En vain. Quand il a sorti sa barre de fer, cachée sous sa veste, j'ai cru voir un grand couteau. J'étais persuadée qu'il allait me tuer. C'est alors que l'homme cagoulé se met à s'acharner sur elle, à coups de barre de fer. Kera tente de parer les coups, comme elle peut, avec ses bras. Je l'ai supplié de me laisser, mais il n'entendait rien. Il visait mes jambes, tapant de toutes ses forces. Je me débattais, me protégeais avec ma main. Je me souviens de cette douleur atroce. L'agression est d'une violence inouïe. Mais soudain, aussi vite qu'ils sont apparus, les 2 hommes s'enfuient à pied, laissant Kera en sang. Les secours arrivent et Kera Hamraoui est prise en charge aux urgences de l'hôpital de Poissy. Bilan, 3 longs hématomes sur la cuisse, le genou et le mollet gauche, 2 points de suture au tibia droit et 2 autres sur la paume de la main droite. L'ultra-violence de ce passage à tabac aurait pu avoir des conséquences encore bien pires. Les médecins prennent alors la décision d'arrêter la joueuse pendant 3 semaines. Mais cette dernière ne compte pas en rester là. Le lendemain de l'agression sauvage, Kera Hamraoui porte plainte et le parquet de Versailles ouvre une enquête. Dans un premier temps, les enquêteurs de la PJ de Versailles décident d'explorer les inimitiés de Kera Hamraoui. Avait-elle des ennemis ? Les policiers découvrent alors que les relations entre Kera et sa coéquipière Aminata ne sont pas au beau fixe. Les 2 joueuses sont en concurrence pour le poste au milieu de terrain à Paris et en équipe de France. La piste d'une rivalité sportive doit être étudiée. Et les premières déclarations de la victime semblent bien renforcer cette thèse. Face aux enquêteurs,
Kera Amraoui se souvient en effet qu'après avoir déposé Sakina Karchaoui, Aminata Diallo roulait lentement, comme si elle savait ce qui allait se passer. En plus, Kera s'interroge sur le choix de déposer Sakina la première, à Chatou, ce qui n'était pas cohérent avec leur trajet de retour depuis le bois de Boulogne. Et puis, Aminata n'a pas été blessée dans l'attaque. 6 jours après le guet-apens, le 10 novembre, Aminata Diallo est interpellée à son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Elle est placée en garde à vue. La stupeur est générale. Le club des 2 joueuses, le très riche et influent PSG, transmet un communiqué officiel au journal L'Équipe. Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles, dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du club. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis le jeudi 4 novembre au soir, le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Mais ce communiqué ne peut empêcher la machine médiatique de s'emballer. Et l'emballement est planétaire. Car tous les ingrédients d'une histoire explosive sont réunis. Le PSG est une marque mondiale. 2 femmes sont soupçonnées d'être victimes et bourreaux. Et enfin, la violence et les méthodes de gangsters employées dans ce fait divers le rendent particulièrement spectaculaire. Aussitôt, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie et jusqu'en Inde, on évoque cette affaire. Sans oublier les États-Unis. Où est la vérité ? Titre le New York Times. Une attaque orchestrée contre une coéquipière ? Se demande l'hebdomadaire allemand Sport Bild. Les médias convoquent alors le souvenir d'une autre agression au retentissement mondial, celle dont avait été victime la patineuse artistique Nancy Kerrigan juste avant les JO d'hiver de 1994. Elle avait été frappée aux jambes avec une barre de fer par l'ex-mari de Tonya Harding, sa grande rivale pour la sélection. Mais au bout de quelques heures de garde à vue, Aminata Diallo ressort libre des locaux de la PJ de Versailles sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Il faut dire qu'un nouvel élément est apparu dans l'enquête. Lors de son passage à tabac, Kera aurait entendu son agresseur hurler « Homme marié ». Dans les locaux de la PJ de Versailles, elle le confie aux enquêteurs auprès desquels elle a porté plainte le lendemain des faits. Les policiers vont alors découvrir de troublantes coïncidences. Dans les jours qui ont précédé l'attaque, lors d'un rassemblement de l'équipe de France fin octobre 2021, plusieurs de ses coéquipières du PSG ont reçu des appels téléphoniques malveillants. Ces appels, passés par un mystérieux correspondant, les mettaient en garde contre Kera Amraoui, en la dépeignant comme une croqueuse d'hommes mariés et une femme sans scrupules. Mais quelle est l'identité de ce corbeau ? S'agit-il d'un amant éconduit ou de l'ami d'une des épouses bafouées ? Le 15 novembre, le journal Le Monde fait alors une révélation fracassante. Les enquêteurs ont établi que la puce du téléphone de Kera Amraoui était au nom d'un ex-international de l'équipe de France de football, Eric Abidal. Abidal est aussi l'ancien directeur sportif du FC Barcelone. C'est là qu'il a connu Amraoui entre 2018 et 2021, quand Kera était joueuse au Barça. La footballeuse confirme à la police que sa puce de téléphone est bien au nom de cet homme, qui lui en a fait cadeau. La piste d'une liaison entre eux prend corps. Il est en outre rapidement établi que Kera lui a téléphoné au lendemain de son agression. Quelques heures après la parution de cette information dans la presse, les choses se corsent. L'avocat d'Ayet Abidal, la femme d'Eric, déclare à l'AFP « Eric Abidal ayant avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec Madame Amraoui, Ayet Abidal va déposer une demande en divorce à Barcelone. » Le même jour, une information judiciaire est ouverte contre X pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans et violence aggravée.
Le nom d'Ayet Abidal apparaît alors dans l'enquête comme suspecte potentielle. Elle aurait pu avoir intérêt à commanditer une action de représailles. Le journal Le Monde écrit « L'hypothèse d'une agression liée à une rivalité sportive s'éloigne et le scénario d'une vengeance liée aux relations entre Kera Hamraoui et Eric Abidal se dessine. » Est-ce donc Ayet, la femme trompée, qui a lancé les agresseurs à la barre de fer contre Kera Hamraoui? Alors que les époux Abidal attendent d'être entendus par la police le 23 novembre, Eric, le mari infidèle, poste un message sur le réseau social Instagram. « Ayet, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. Si Dieu le veut, un jour tu me pardonneras. » Un mois plus tard, le 20 décembre, Ayet Abidal est entendue comme témoin par la PJ de Versailles. Mais finalement, la jeune femme est mise hors de cause. Elle ignorait absolument tout de la relation adultérine de son mari, dont la révélation a précipité la fin de son couple. Alors, qui s'en est pris à Kera Hamraoui? Qui est derrière la violente agression où elle a cru laisser la vie? Pendant que les enquêteurs cherchent encore le coupable de l'attaque, pour une partie de l'opinion publique, il est déjà tout trouvé. C'est Kera elle-même. Elle n'a récolté que ce qu'elle a semé. Dans les réactions et commentaires qui accompagnent les articles sur cette affaire, la joueuse est dénigrée et insultée. Et ce sentiment se renforce quand, le 31 janvier 2022, 3 mois après l'agression, l'ex-femme d'Eric Abidal accorde au journal L'Équipe un entretien où elle tient des propos incendiaires. L'enquête n'avance pas aussi vite que je l'espérais. Et c'est très étonnant. Si vous vous faites agresser et qu'on vous dit « alors comme ça, on couche avec des hommes mariés », vous savez qui vous en veut. Vous désignez le suspect. Cette fille est diabolique. J'ai d'ailleurs reçu un nombre incroyable de messages sur Instagram de femmes de maris, célèbres ou pas, ayant vécu la même mésaventure que moi avec Kera Hamraoui. Mais désormais, Kera n'est pas seulement haïe pour ses liaisons avec des hommes mariés. Elle est aussi honnie par de nombreux supporters de foot, car elle a fait injustement accuser sa coéquipière, Aminata Diallo, présente à ses côtés lors de son agression, et un temps soupçonnée. Le 11 février, au Parc des Princes, le collectif Ultra Paris, le CUP, déploie dans les tribunes une banderole où l'on peut lire « Aminata Diallo, on te soutient fort. Hamraoui, à qui le tour ?» La vindicte populaire s'abat sur Kera, sous la forme de raids numériques lancés par des internautes anonymes. Hamraoui dépose une plainte pour harcèlement, menaces et menaces de mort. Une enquête préliminaire est ouverte. Mais la machine est lancée, et le vestiaire du PSG se fissure, tout comme celui de l'équipe de France. Lors d'un match du tournoi de France, le 23 février 2022, l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto et sa coéquipière Cathy Diatou Diani célèbrent ainsi un but en faisant un A avec leurs doigts devant les caméras pour affirmer leur soutien à Aminata Diallo, sous le nez de Kera Hamraoui, assise sur le banc des remplaçantes. Dans le journal Ouest France, une source proche de l'affaire raconte « Cela a lancé un climat de haine entre les internationales et Hamraoui. Plus personne ne lui parlait. Si c'était le cas, c'était pour la menacer et l'insulter. Il y a même des filles qui ne voulaient plus qu'elle se change dans les vestiaires avec elle. À la mi-temps des matchs, elle était traitée de sorcière, sale pute. Elle craquait, elle ne voulait plus jouer. Il y a même des moments où les autres ne lui faisaient plus de passes. Ça en devenait grossier. » Au sein de l'équipe féminine du PSG, Kera est néanmoins soutenue par sa capitaine Grace Gueyoro et par son amie Sakina Karchaoui, qui avait échappé de peu à l'agression le soir du drame et qui est restée sa seule camarade de chambrée. Mais la situation devient encore plus dramatique lorsque le 23 avril 2022, la veille de la demi-finale de la Ligue des Champions, une bagarre éclate à l'entraînement entre Kera Hamraoui et une autre joueuse, Sandy Baltimore. Kera décide alors de ne pas monter dans le bus qui doit l'emmener au match et se met en retrait pour se protéger psychologiquement. Son avocat,
Maître Saïd Harir dénonce dans un courrier au club un certain nombre de faits au sein du vestiaire parisien qui altèrent gravement la santé psychologique de Keira et une campagne de harcèlement et de dénigrement menée contre elle par plusieurs joueuses. Passée du statut de victime à celui de bouc émissaire, Keira Hamraoui vit un enfer. Elle est mise à pied par son club, soucieux avant tout de ne pas faire totalement exploser l'équipe. Pendant ce temps, à bonne distance des terrains de football, les enquêteurs de la PJ continuent leurs investigations. Ils suivent toujours la piste des appels anonymes passés aux coéquipières de Keira quelques jours avant son passage à tabac. Et tout à coup, ils obtiennent enfin la confirmation de l'identité du mystérieux corbeau. Le 12 mai 2022, à l'aube, les policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme, et de la police judiciaire de Versailles organisent l'extraction de sa cellule d'un détenu de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, dans le Rhône. Il s'agit d'Ahmed D, 34 ans, incarcéré pour des faits de racket et actes de torture et de barbarie. Cet homme est aussi connu sous le surnom de Jaja. Et cet homme n'est autre qu'un ami d'enfance d'Aminata Diallo. L'enquête est totalement relancée. La piste d'une vengeance liée à une relation extra-conjugale est soudain abandonnée. La police va alors concentrer ses investigations sur Aminata, la coéquipière qui conduisait la Toyota prise en embuscade le soir de l'agression de Keira Hamraoui. Ils vont découvrir une personnalité qui fait froid dans le dos et ce qu'ils vont nommer son insensé projet criminel. Quand leurs soupçons se reportent sur Aminata Diallo, les policiers organisent la sonorisation de son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines, et de sa voiture, la fameuse Toyota Corolla prise en embuscade par les agresseurs le soir du drame. Via des micros cachés, entre avril et septembre 2022, les enquêteurs de la BRB vont alors avoir accès aux conversations privées de la joueuse du PSG, désormais suspectée d'être derrière toute cette affaire. Prudente, Aminata communique cependant via la messagerie cryptée Telegram. Mais elle enregistre des notes vocales que les micros interceptent. Et les policiers découvrent qu'Aminata Diallo ne compatit guère avec sa coéquipière. Elle a dit victime d'agression, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'elle est morte? Elle a rien eu, frère. On s'en bat les couilles. Son agression, qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle n'est même pas restée un jour à l'hôpital. On dirait qu'elle a eu je sais pas quoi. Elle a rien eu, frère. Ils l'ont loupée. Mais manquer d'empathie ne fait pas d'Aminata une coupable. Le groupe d'enquête continue alors ses investigations. Pendant ce temps, la victime, Keira Hamraoui, continue, elle, sa descente aux enfers. Durant l'été, son club, le Paris Saint-Germain, la pousse vers la sortie. Invitée sur Canal+, Sabrina Delannoy, la nouvelle directrice sportive adjointe du club, lâche publiquement la joueuse. Aujourd'hui, même si Keira est une joueuse du PSG, on a pris une décision qui n'est pas simple pour elle, ni pour nous. Keira Hamraoui ne fait pas partie du projet sportif du Paris Saint-Germain et ça restera comme ça toute la saison. Par précaution, ou par peur du scandale, les dirigeants du PSG cherchent également à se séparer discrètement d'Aminata Diallo. Le 2 septembre 2022, on apprend ainsi dans la presse que son contrat n'a pas été prolongé. Il a même été demandé à la joueuse de rendre les clés de son appartement et de la Toyota payées par le club. Mais Aminata refuse d'obtempérer. Elle menace même carrément d'entamer un bras de fer juridique avec le club. La joueuse a prévenu le PSG de son intention de déposer plainte après la non-prolongation de son contrat. Elle reproche au club de la capitale une décision prise de manière unilatérale et sans motif, ce qui l'aurait empêché de s'orienter pendant l'été vers une autre équipe. Et puis, le 14 septembre, un coup de théâtre se produit. L'enquête fait un soudain bond en avant. 3 suspects sont interpellés à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, et à Hyères, en Essonne, par la BRB. Les policiers ont agi sur commission rogatoire de Joëlle Naon,
la juge d'instruction chargée de l'information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs et violence aggravée. Les suspects sont immédiatement placés en garde à vue. Il s'agit de 3 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années, déjà connus des services de police pour des faits de délinquance. Ils ont été confondus par les investigations téléphoniques menées par les enquêteurs. La géolocalisation de leur téléphone a confirmé leur présence le soir du 4 novembre 2021, près de Chatou, à l'endroit où Kera Hamraoui avait été passé à tabac par des hommes cagoulés. Selon le journal Le Parisien, après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles, les suspects ont admis avoir été présents sur les lieux, mais pour l'heure, personne ne reconnaît avoir participé à l'agression. Alors, qui a frappé Kera à coups de barre de fer? Les policiers continuent leur traque. Les suspects en garde à vue font cependant une importante révélation. Dans les instants qui ont suivi l'agression, les jeunes voyous ont reçu l'appel d'un correspondant, leur intermédiaire dans cette affaire, dont ils refusent de livrer le nom. Or, cet homme se serait montré furieux qu'il n'ait pas réussi à casser les jambes d'Hamraoui. Comment cette personne avait-elle pu être mise au courant aussi rapidement du scénario de l'agression? C'est ce qui avait étonné les suspects. D'après eux, la seule personne qui pouvait avoir informé leur correspondant immédiatement n'était autre qu'Aminata Diallo. Pour les 3 gardés à vue, c'est donc elle, la véritable commanditaire de l'attaque contre Kera. Le 16 septembre à l'aube, peu après 6 heures du matin, Aminata Diallo est arrêtée chez elle à Marly-le-Roi par les équipes de la BRB et de la PJ de Versailles. À la fin de la journée, le parquet de Versailles annonce sa mise en examen, comme les 3 autres suspects, pour association de malfaiteurs et violence aggravée. Le lendemain, Kera Hamraoui poste un long message sur les réseaux sociaux accompagné de photos de ses blessures. Cette nuit-là, leur objectif était simple. Ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière. J'ai été injustement insultée sur les terrains, harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de mort. Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires. Mais celle qui est désormais le principal suspect, Aminata, se défend bec et ongle face aux accusations portées contre elle. Lorsqu'elle est auditionnée par la juge d'instruction, elle proteste de son innocence. Une partie de son audition fuite dans les médias. Depuis 10 mois, on essaie de dire dans la presse que je suis coupable. J'aimerais bien savoir qui sont mes complices. J'ai l'impression que c'est un complot contre moi. J'imagine que c'est pour couvrir le vrai commanditaire. La joueuse incriminée réfute en bloc sa responsabilité, mais aussi le mobile avancé par la juge de la rivalité sportive. Kera, c'était une collègue de club avec qui j'avais des bons rapports. Aujourd'hui, c'est difficile de dire si c'était une amie ou pas. Le 4 novembre, oui, c'était une amie. Après sa garde à vue, Aminata Diallo est remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Mais pendant que l'instruction se poursuit, elle continue de crier haut et fort qu'elle n'est pas coupable. La footballeuse donne ainsi une interview à RMC Sport où elle déclare « En apprenant qu'on a attrapé les agresseurs, j'étais plutôt soulagée. Et puis, il s'avère que finalement, ils m'ont désignée comme étant la commanditaire. Pourtant, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais été en contact avec eux. » Aminata persiste à nier les faits qui lui sont reprochés, quitte à relancer la théorie d'une agression liée aux frasques sexuelles de Kera, et notamment à sa relation avec le célèbre joueur Eric Abidal. Kera Hamraoui a pas mal d'ennemis. Le couple Abidal a été auditionné, mais la seule personne convoquée, mise sur écoute, c'est moi. Cependant, moins de 2 semaines après la rencontre d'Aminata Diallo avec une juge d'instruction, le journal Le Parisien révèle pourquoi la joueuse est toujours la suspecte numéro 1. La veille de l'arrestation d'Aminata Diallo, le 15 septembre, un autre suspect a été appréhendé par la police. Un certain Manzi, 19 ans,
petit délinquant de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Au bout de 6 heures de garde à vue, le jeune homme a craqué face aux enquêteurs de la PJ. Bon, je préfère vous dire toute la vérité. Je suis fatigué, je veux être honnête. C'est bien moi qui portais la barre de fer et c'est bien moi qui ai frappé Kera Amraoui pendant que mon complice faisait semblant de tenir en respect Aminata Diallo. J'ai donné 2 coups au niveau de la jambe. Mais dans sa confession, le jeune homme va plus loin. Il désigne un cousin d'Aminata comme étant celui qui a orchestré l'attaque. Il voulait que l'on fasse semblant d'agresser Aminata Diallo et que l'on agresse Kera Amraoui. Puis, Manzi incrimine directement Aminata. Je crois que c'était pour un match. Aminata, elle voulait jouer, mais elle n'avait pas été choisie. Donc il fallait blesser Kera Amraoui pour qu'elle ne puisse pas jouer. Ces aveux renforcent la conviction des enquêteurs. Le mobile de l'agression est bien d'ordre sportif. Une jalousie sportive qui s'est muée en haine et en un insensé projet criminel, selon l'expression employée dans leur rapport d'enquête remis le 16 septembre à la juge d'instruction. Le 22 septembre, le lendemain de l'interview en forme de contre-attaque donnée par Aminata Diallo à RMC Sport, de larges extraits du rapport d'enquête de 37 pages sont soudain dévoilés dans la presse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il dresse un portrait plutôt inquiétant de la commanditaire présumée de l'attaque contre Kera Amraoui. Aminata Diallo y est d'abord décrite comme une jeune femme originaire d'une cité sensible de Grenoble, mue par une volonté indéfectible de réussir au plus vite sa carrière, mais surtout animée par une véritable haine à l'encontre de sa partenaire de club, qu'elle considérait comme un obstacle à sa propre carrière sportive. Puis les auteurs du rapport d'enquête pointent une lente dérive psychologique devenue pour ainsi dire pathologique. Et selon eux, sa dérive se focalise sur sa rivale, Kera. La police relève notamment ce message d'Aminata, écrit sur WhatsApp à un confident. Je vais devenir sans scrupules maintenant. J'ai besoin de personne. Mais me niquer mon travail gratuitement, ça j'accepte pas. Je leur souhaite tous du mal. J'ai besoin que de mes proches, moi. Mais c'est dans l'ordinateur portable d'Aminata que les enquêteurs vont trouver les éléments les plus parlants. Le 30 octobre 2021, quelques jours avant l'agression, Aminata Diallo aurait fait une recherche sur Internet avec les mots suivants « cocktail de médicaments dangereux ». Puis, la veille de l'attaque, elle lance une nouvelle recherche intitulée « casser une rotule ». Dans leur rapport, en soutien à leur accusation, les enquêteurs publient également l'expertise psychologique établie par le docteur Isabelle Teillet, psychiatre hospitalière et experte près de la Cour d'appel de Paris. Ce médecin décrit Aminata Diallo comme présentant d'indéniables troubles de la personnalité avec des failles narcissiques patentes, des perturbations identitaires et une indétermination à minima dans son orientation sexuelle, mais aussi une conflictualité intrapsychique de coloration hystéro-paranoïaque et sociopathique. Le tableau clinique est chargé et le vocabulaire un peu compliqué, mais des exemples concrets sont fournis à l'appui de ce diagnostic pour le moins alarmant. 6 mois plus tôt, lors d'une audition menée par la police, la sœur aînée d'Aminata, Mariam, a ainsi témoigné avoir été victime d'une agression au couteau de la part de sa sœur cadette. Un petit coup de rien dans l'abdomen, s'était défendu Diallo lors de son entretien avec la psychiatre. Mais un autre fait troublant apparaît encore dans le rapport, qui accrédite la thèse de l'instabilité mentale d'Aminata. Il est en effet apparu aux enquêteurs que la joueuse entretenait une relation virtuelle par téléphone avec une autre femme en se faisant passer pour un homme. Aminata Diallo converse régulièrement au téléphone avec une jeune femme, Iliana B, en se faisant passer auprès de son interlocutrice pour un individu de sexe masculin prénommé Bilal. Le rapport refuse alors de voir dans cette relation intime virtuelle l'exercice d'un simple fantasme, mais le qualifie crûment comme la manifestation d'un véritable dédoublement de la personnalité. Aminata Diallo
apparaît ainsi aux yeux des enquêteurs comme une personne psychiquement fragile et même malade, et animée par des pulsions agressives pour le moins dangereuses. Mais malgré l'obsession pathologique dans laquelle la joueuse semble s'être enfermée, les policiers découvrent aussi qu'Aminata n'aurait pas échafaudé son insensé projet criminel toute seule. Une autre personne partageait avec Aminata Diallo sa rage et sa frustration. Un confident privilégié. Et cette personne n'est autre que son agent. Le 20 septembre 2022, alors qu'Aminata Diallo sort à peine de garde à vue et entame sa contre-attaque dans les médias, le journal Le Parisien fait paraître un article au titre énigmatique. Entre guillemets, « Je te jure, Aminata, faut leur faire la guerre. L'incroyable complot d'un clan pour imposer sa loi au PSG. » Cet article évoque un mystérieux volet de l'affaire Diallo-Amraoui, resté jusqu'à présent secret. Et ce volet secret qui pousse les journalistes à évoquer l'existence d'un clan, c'est la présence dans l'ombre d'Aminata Diallo d'un personnage étrange, une éminence grise, un certain César M. Les médias ont au fait de révéler sa véritable identité. Il s'agit de César Mavakala, un homme de 45 ans, à la fois douteux et influent, qui joue volontiers les intermédiaires au sein du Paris Saint-Germain. Le Parisien dit qu'Aminata et César forment un tandem aux agissements occultes et sont soupçonnés d'avoir tenté par tous les moyens de déstabiliser la section féminine du club. La première pour assouvir ses ambitions et haines personnelles, et le second pour servir ses propres intérêts. Mais qui est César ? Non seulement cet homme est un proche d'Aminata Diallo, mais aux yeux de la grande famille du foot féminin, il est surtout l'agent officieux de plusieurs joueuses, dont les stars du PSG et de l'équipe de France Marie-Antoinette Katoto et Katidiatou Diani. Et l'intrigant César est même le compagnon de cette dernière. Les enquêteurs se demandent quel rôle ce César, qui ne possède même pas le titre officiel d'agent sportif, a pu jouer auprès d'Aminata Diallo. Et s'il a un rapport avec l'agression de Kera Amraoui. Pour le savoir, les policiers explorent la téléphonie de la joueuse suspectée d'avoir commandité le crime. Ils découvrent alors que César et Aminata, qui se connaissent de longue date, sont en contact très régulier depuis octobre 2021, soit un mois avant l'attaque. Entre le 2 et le 29 octobre, Diallo et Mavakala s'appellent plus d'une trentaine de fois. Surtout, après le 4 novembre, date de l'agression d'Amraoui, ils abandonnent complètement les coups de fil classiques pour passer sur messagerie cryptée. En outre, dès le 24 octobre, lorsqu'un mystérieux corbeau commence à passer des appels anonymes, les deux complices quittent WhatsApp. Dans leur rapport, les enquêteurs décrivent le recours successif à ces différents canaux de communication comme une volonté apparente de dissimulation. Et ils constatent enfin que César a aussi échangé une fois par téléphone avec la ligne utilisée par le fameux corbeau. Mais pourquoi César se serait-il mêlé de la rivalité entre Aminata Diallo et Kera Amraoui ? Aurait-il pu le faire par simple amitié pour Diallo ? Ou bien aurait-il pu y gagner quelque chose de plus lucratif ? Pour les journalistes du Parisien, un véritable pacte secret s'est scellé entre César et Aminata autour de deux objectifs. D'abord, obtenir que le PSG chasse Kera Amraoui de l'équipe pour faire de la place à Diallo, et ensuite signer une offre de prolongation de contrat avantageuse pour Aminata. Mais surtout, en enquêtant sur César et ses obscurs agissements, les policiers vont faire face à une affaire dans l'affaire.
Une affaire César M, où ce dernier, non content de chercher à évincer Kheira Hamraoui, tenterait rien moins que de prendre le contrôle du PSG et même de l'équipe de France féminine. César Mavakala a en effet de grands projets. Et pour cela, il va aller loin, très loin, et s'en prendre à des personnes très haut placées. Les enquêteurs découvrent le poteau rose au printemps 2022, en écoutant ses conversations avec Aminata Diallo. Ils interceptent ainsi un échange, daté du 21 avril, à propos de la titularisation de Kheira Hamraoui à la place d'Aminata. L'autre pute là, elle sera titulaire. C'est un truc de malade, putain. Viens pas aux entraînements et casse les couilles au match. Ce à quoi Diallo répond: Non mais c'est grave. À un moment donné, ils se permettent de faire ça, c'est parce que les joueuses, elles font rien, elles disent rien. Les filles, réveillez-vous. Le problème, c'est pas Kheira. Le problème, c'est le coach et Ramé. Les filles qu'il faut réveiller, ce sont Diani et Katoto, les amis d'Aminata, qui sont aussi les protégés de César. Et le coach dont parle Aminata, c'est l'entraîneur de l'époque de la section féminine du PSG, Didier Olé-Nicole. Quant à Ramé, c'est Ulrich Ramé, un ancien gardien de but devenu directeur sportif du PSG féminin. 2 jours après cette conversation téléphonique, lors d'un entraînement, les joueuses Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et la compagne de César, Cathy Diatou Diani, se bagarrent avec Kheira Hamraoui. La conséquence est connue. Kheira se mettra en retrait et ne jouera pas le match de Ligue des Champions pour lequel elle avait été initialement titularisée. Surtout, l'entraîneur Didier Olé-Nicole va lui aussi se retrouver piégé. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais comme Kheira, il va connaître une descente aux enfers. Plus tard, Didier Olé-Nicole témoignera auprès du journal Ouest France de ce qui s'est passé. César vient me voir et me dit « Je ne veux plus voir Hamraoui sur le terrain. Si c'est le cas, il me dit qu'il sera mon protecteur. Face à mon refus, il a répondu « Si tu continues de faire jouer Hamraoui, je vais faire exploser le vestiaire. » J'ai informé le PSG de cet appel. Ils m'ont dit de laisser tomber. Dans ce témoignage rétrospectif, Didier Olé-Nicole accuse également César Mavakala d'avoir menacé Ulrich Ramé, le directeur sportif. Il lui a fait comprendre qu'il allait me faire tomber. Il lui a dit que ce serait une histoire de match truqué, de drogue ou de cul, que c'était cruel, injuste, inhumain, mais que c'était le prix pour arriver à ses fins. Or, au mois de mai, Didier Olé-Nicole apprend que son club, le PSG, a diligenté une enquête interne contre lui pour comportement inapproprié envers une joueuse mineure. Et l'entraîneur est soudain mis à pied. César est-il mêlé à cette affaire d'agression sexuelle imputée à l'entraîneur du PSG? Les enquêteurs de la PJ constatent en tout cas une étrange coïncidence. Le premier à faire fuiter cette information sur les réseaux sociaux est un journaliste amateur de scandale et qui totalise près de 500 000 abonnés sur Twitter, un certain Romain Molina. Les policiers ont intercepté des échanges téléphoniques entre Aminata Diallo et César Mavakala où ils parlent régulièrement de ce journaliste. Et dans ces échanges, César fait comprendre à Aminata que des éléments transmis à un relais médiatique vont faire du bruit. Romain Molina a-t-il été intoxiqué? Pour la police, c'est clair. La menace brandie par César Mavakala de faire tomber Didier Olé-Nicole a été mise à exécution. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain est resté silencieux. Pourquoi? Pour Didier Olé-Nicole, la réponse est simple et cruelle. Je pense que les dirigeants du club savaient tout, mais ils ont été frileux parce qu'il y avait leur star, Katoto, à prolonger. On a sacrifié un mec, sa vie, sur l'autel d'une prolongation.
César Mavakala était l'agent officieux de Marie-Antoinette Katoto. Et garder cette joueuse aurait été la priorité du PSG. Des écoutes, rendues publiques en septembre 2022, ont ainsi révélé que César avait mis la pression sur Ulrich Ramé, le directeur sportif, en assurant que la signature de Katoto, l'attaquante vedette du PSG, serait conditionnée par un nouveau contrat pour Aminata Diallo, mais aussi par le départ d'Amraoui. Mais les écoutes des conversations entre César et Aminata ont aussi permis aux enquêteurs de faire une autre découverte. Le tandem aux agissements obscurs pourrait aussi être lié à la chute de l'entraîneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre. Au printemps 2022, apprenant que sa rivale Kéra Amraoui était toujours convoquée sous le maillot des Bleus, Aminata Diallo explose au téléphone. Bande de fils de pute, bande de bâtards, va. Et Corinne Diacre, comment ça va, Aminata, sale pute? Vous croyez que c'est un jeu, bande de bâtards? Apparemment, on est une bande de caïds à Paris, une bande de banlieue. Corinne, t'inquiète pas, va, c'est prévu. Dès que c'est prolongé au PSG, tu vas voir. Elle va vite sauter, elle aussi. Quelques mois plus tard, alors que la Coupe du monde de foot féminin se prépare, les protégés de César, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, menacent de ne plus jouer sous le maillot de l'équipe de France tant que la sélection sera entraînée par Corinne Diacre. Cette dernière est alors débarquée par la FFF. César y est-il pour quelque chose? En tout cas, ces joueuses ont de nouveau été à la manœuvre, comme lors de la bagarre avec Kéra Amraoui, et comme lors de l'éviction de l'entraîneur du PSG, Didier Olé-Nicole. Le 22 mars 2023, César Mavakala est finalement mis en examen par la procureure de la République de Versailles, Marivonne Caillibot, pour extorsion en bande organisée. La procureure lui reproche d'avoir, en utilisant la contrainte, cherché à obtenir la prolongation de contrats au bénéfice de certaines joueuses et, toujours par la contrainte, d'avoir cherché à obtenir des départs de joueuses et de dirigeants sportifs du PSG. Placé sous contrôle judiciaire, César est depuis interdit d'apparaître au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, ainsi qu'au centre d'entraînement de Bougival, au siège du PSG à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, et dans les stades où évolue l'équipe féminine parisienne. Le plus fascinant dans cette affaire, c'est que personne n'a été condamné. Aminata Diallo n'a finalement pas été prolongée au PSG, et c'est à peu près tout. Pour Kéra Amraoui, en revanche, ça a été la double peine. Elle a dû quitter le club de la capitale et l'équipe de France, où l'odeur de soufre qui l'accompagnait ne plaisait guère. Didier Olé-Nicole, l'ex-entraîneur du PSG, bien que blanchi des accusations de comportement inapproprié, n'a plus retrouvé de club. Et Corinne Diacre, elle, n'entraîne plus non plus. 3 ans après l'agression à coups de barre de fer visant Kéra Amraoui, Aminata Diallo reste cependant toujours mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Comme le rapporte le journal Le Parisien, le 15 décembre 2024, malgré un épais faisceau d'indices, impossible d'apporter la preuve formelle qu'Aminata Diallo a donné l'ordre d'agresser Kéra Amraoui, son ex-coéquipière du PSG. Et le journal précise que la justice pourrait finalement clore le dossier. L'ironie de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, Kéra et Aminata jouent toutes les deux dans le même championnat en Arabie Saoudite. Diallo a rejoint le club d'Al Nasser en 2023 et Amraoui a signé avec celui d'Al Shabab à l'été 2024. Et les deux équipes se sont affrontées le 16 novembre 2024. C'est alors que Kéra Amraoui a soudain repris contact avec la PJ de Versailles. Aminata Diallo l'aurait attendue sur le parking du stade avant et après le match. Et elle aurait refusé de s'en aller, malgré les multiples demandes du service de sécurité. L'avocat d'Aminata dément.
D'autant que depuis 3 ans, son contrôle judiciaire interdit à Diallo de s'approcher d'Amraoui. Cet ultime incident n'empêchera peut-être pas l'affaire Amraoui de rester non résolue. Dans leur dernier rapport, les enquêteurs n'en démordent pas et ils l'ont écrit noir sur blanc. Ce dernier événement révèle l'obsession quasi maladive de l'intéressé pour nuire à sa rivale, et ce, même à l'autre bout du monde. Merci d'avoir écouté ce hors-série d'homicide. Si cette saison vous a plu, vous pouvez laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les applis de podcast.